Donc les travaux que je vais vous présenter, ça fait à peu près 7 ans de travail. Voilà, là j'ai décidé de me lancer l'année dernière et publier via des sites internet. Et Quentin m'avait sollicité pour faire une première conférence. Donc là, c'est la deuxième fois que je fais cette conférence. Donc elle est un petit peu revue et visitée par rapport au 24 mai 2025. Donc dans cette conférence, je vais présenter sommairement les châteaux du Moyen-Âge, du 14e que j'ai sur Ambérieu, en particulier 2 châteaux. Et on va s'intéresser un peu à une standardisation des unités de mesure, parce que les historiens et archéologues ont fait un travail là-dessus. Donc voilà, ça, je présente le travail des autres en ouverture. Et puis après, il y a un travail de recherche que j'ai effectué en cartographie locale, parce que j'ai remarqué des choses, c'est-à-dire qu'il y a des distances qui correspondent à des altitudes entre les châteaux, en termes de chiffres significatifs, et ça, c'est assez remarquable. Voilà. Et on y découvre que le mètre se retrouve dans les unités, se retrouve finalement résolu dans un système d'unités. Donc ça, c'est assez incroyable. Le nombre est présenté donc comme une référence ici. Le nombre va être important, mais je ne vais pas vous abrutir de nombre non plus. Vous allez voir, il y en a besoin de 2, 3 maximum. Et puis, cette cartographie locale de château, on va la trouver aussi en cartographie absolue, par rapport à des références, j'ai envie de dire, absolues. Alors, on va voir ce que c'est, donc notamment par rapport à l'équateur, c'est-à-dire qu'on va retrouver le nombre de la cartographie locale en cartographie absolue. Ce que je vais tenter de démontrer, c'est que dans un des châteaux, eh bien, il y a une tour ronde qui est directement associée à la planète Vénus. Voilà. Et puis, dernière chose, il y a l'axe entre les 2 châteaux, qui est un axe lié au 1er février, qui est Imbolc. Et il y a tout un héritage mythologique derrière tout ça, qui est issu de la Grèce, et qui rappelle Vénus et le dauphin. Voilà. Donc, le château des Alimes, dernier bastion du quadrivium. Donc, je remercie Jean-Pascal Rouby de m'avoir invité aujourd'hui pour présenter ça. Donc, bastion, on va définir les mots. Bastion, c'est un ouvrage de fortification faisant saillie sur l'enceinte d'une place forte. Hein. C'est donc avant tout un ouvrage militaire, il faut bien comprendre ça. Et quadrivium, ce qui du monde qui nous entoure touche à l'esprit. Le monde qui nous entoure, qui touche à l'esprit. Voilà. Il y a les nombres, la géométrie, l'astronomie, la musique. Et puis, il y a 3 nombres qu'on peut retenir. Alors, le premier, je vous demande de le retenir, 6, 5, 4, 3. C'est simple. Les 2 autres, vous verrez. Donc, il y a 5, 4, 1, qui est important, et il y a 2, 4, 3. Quelques petits repères sur le quadrivium. Alors, effectivement, c'est issu de Pythagore et de l'école pythagoricienne, mais il y a aussi d'autres auteurs. Moi, j'en retiens 2 en particulier. Il y a Philolaos de Crotone, qui est donc vers 400 avant Jésus-Christ. Il dit que les nombres structurent l'univers et que l'harmonie relie les contraires, le fini et l'infini. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment une piste de départ. Et j'ai aussi Boès, au VIe siècle, qui est un homme politique de Rome, eh bien, de la sphère romaine, et qui dit que ces sciences, donc dans son institution arithmétique qu'il a repris de Nicomaque de Gérase, eh bien, il dit que ces sciences sont à la fois une propédeutique et une partie de la philosophie. C'est-à-dire que les nombres, la géométrie, l'astronomie sont à la fois une partie de la philosophie, mais aussi un moyen d'accéder à cette philosophie. Là, je vous montre les plus anciens. Parmi les plus récents, il y en a qui essayent de se réapproprier ce travail. Et moi, le travail que je fais, je le dois quand même beaucoup à Howard Crowhurst et à Quentin Leplat, parce que je me suis basé vraiment sur leurs travaux, avant toute chose. Hein, mais il y a eu aussi d'autres chercheurs sur qui je me suis appuyé. Mais là, voilà, je tenais à le préciser. Et donc, pourquoi m'être intéressé à tout ça? Eh bien, tout simplement, moi, je suis arrivé à Ambérieu en 2007 et j'ai très vite remarqué des choses qui m'ont interpellé, jusqu'à ce qu'il y ait des choses qui m'arrivent dans ma vie, des événements de ma vie, qui ont fait que j'ai vraiment remarqué que tout était pyramidal. Donc, vous avez, par exemple, la salle de spectacle qui est pyramidale d'Ambérieu, elle est immense. Voilà. Dans le lycée où j'enseigne, vous avez des pyramides. Voilà. Et au lycée professionnel, vous avez une pyramide et un soleil. Voilà. Pourquoi des pyramides en Ambérieu? Point d'interrogation. Et on va s'intéresser, en tout cas, au-delà des pyramides, qui sont ces petites pyramides que vous venez voir, qui sont des œuvres d'art modernes, dans lesquelles on ne peut pas tirer d'éléments de première main. Ben, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai là sur Ambérieu? Et j'ai en particulier des châteaux. J'ai pas que ça,
mais j'ai beaucoup de châteaux parce qu'il y a eu une guerre, ici, la guerre delphino-savoyarde. Et donc, du coup, eh bien, j'ai une dizaine de châteaux sur Ambérieu, et il y a 4 châteaux qui sont majeurs sur Ambérieu. Il y a la tour de Saint-Denis, le château des Alimes, le château de Luisandre et le château de Saint-Germain. C'est même lui le plus important et le plus ancien, là, Saint-Germain. Eh bien, très vite, ce que j'ai remarqué en développant les hypothèses de ceux qui ont travaillé avant moi, eh bien, je remarque que de la tour de Saint-Denis au château des Alimes, là, vous avez 6542 mètres, mais que vous arrivez à 659 mètres d'altitude. Regardez bien les 2 premiers chiffres significatifs, là, le 6 et le 5. Si je repars des Alimes et que je vais au Mont Luisandre, j'ai 805 mètres de distance et j'arrive à une altitude de 805 mètres. Quand je repars du château de Luisandre et que je vais à Saint-Germain, 4632, 466. Et enfin, je reboucle ici avec la tour de Saint-Denis, vous voyez, 3345 mètres et on arrive à 332 mètres d'altitude sur les 2 chiffres significatifs. Alors, la probabilité que ça se produise, par exemple sur cet axe-là, 2 chiffres significatifs, ça veut dire que là, j'ai le nombre, et là, j'ai une chance sur 100 de tomber sur le nombre. Pour le deuxième, j'ai une chance sur 100 de tomber sur le nombre. Pour le troisième, j'ai une chance sur 100, et pour le quatrième, j'ai une chance sur 100, puisque je prends 2 chiffres significatifs. D'accord? Mais la probabilité d'avoir les 4, ça fait une chance sur 100 puissance 4. D'accord? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, donc ça ne peut pas être dû au hasard, et donc le nombre structure l'univers, et l'harmonie relie les contraires. Donc si vous voulez, il y a une recherche d'ordonner un espace ici quand même sur des distances de, vous voyez, 6 km, 800 mètres, là, c'est quand même assez grand. Hein. Deuxième chose remarquable, c'est que ça forme une boucle fermée orientée. Et ça aussi, ça ajoute des difficultés au niveau de la probabilité. Donc partant de là, nous on va s'intéresser non pas aux 4 châteaux, parce qu'il y aurait beaucoup trop de choses à dire, on va s'intéresser à l'axe, on va se focaliser entre la tour de Saint-Denis en bas et le château des Alimes qui est là, uniquement. Parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vous allez le voir. Simplement, on va faire un petit peu de tourisme là avec la carte postale. Ambérieu, c'est un axe de communication. Axe de communication ici. Donc vous avez une base aérienne, une cité cheminote parce que c'est des axes nord-sud de communication en termes de chemin de fer. Vous avez l'autoroute aussi qui fait ça. Et donc du coup, quand je me place sur les hauts d'Ambérieu-en-Bugey, je vois ici la tour de Saint-Denis le long de cette grande montagne. Ici. Et au pied de cette tour, il y a un cours d'eau qui s'appelle l'Albarine, une petite rivière qui s'appelle l'Albarine. Voilà. Si je me retourne, maintenant, ici, je vois le château des Alimes. Un peu plus haut, là, il y a le château de Luisandre, par là. Et puis, si maintenant je vais à la tour de Saint-Denis, donc au bout, là, je vais me placer à la tour de Saint-Denis, qu'est-ce que je vois? Je vois le château de Saint-Germain, qui a le château de Saint-Germain et la tour de Saint-Denis, vous voyez, ont tendance à contrôler, si vous voulez, l'accès à la vallée. Et contrôler l'accès à la vallée, et là, on se plonge dans la guerre delphino-savoyarde qui a duré 70 ans. Donc, vous avez ici le Dauphiné, avec un dauphin pour blason. Et là, vous avez la Savoie avec une croix blanche sur fond rouge. Vous voyez que ici, le Dauphiné, c'est comme une pointe dans l'épine, une pointe dans le pied, si vous voulez, de la Savoie. Vous allez voir pourquoi. Tout simplement, c'est que la seule vallée là qui passe, c'est la vallée de l'Albarine. Eh bien, le comte de Savoie, quand il veut aller commercer dans la Bresse, ici, il est obligé de... Il aimerait passer par là, mais en fait, donc, il est obligé de tout contourner par la montagne, ce qui lui complexifie le trajet. Pourquoi il est obligé de passer? Parce que tout simplement, s'il passe par là, il va devoir de l'argent, beaucoup d'argent, à tous les postes, les péages. Voilà, il va y avoir des péages. Au Moyen-Âge, c'est comme ça. Donc, pour traverser le cours d'eau, etc. Donc, lui, ce qu'il veut, le comte de Savoie, c'est essayer de casser cette épine. Là, vous voyez, tac. Et alors, 70 ans, c'est long. 1280 à peu près à 1355, c'est très long. C'est une guerre de 100 ans avant l'heure. Faut bien vous dire ça. Il y a eu énormément de batailles. J'en ai mis quelques-unes. Mais je vais rester sur 2 événements importants. Un premier siège du château de Saint-Germain en 1282 ici, mais qui a donné lieu, donc un premier siège de l'armée savoyarde contre le Dauphiné en fait, si vous voulez. Donc la Savoie a gagné, mais ils ont été obligés de rendre, par un traité à Paris, là, ils ont été obligés de rendre le château en 1286, puis un deuxième siège en 1321, de nouveau les Savoyards l'emportent et prennent les places fortes d'Ambérieu à l'exception du château des Alimes. Voilà, donc en gros, voilà, 1321 et 1200...
Voilà. Alors, à l'époque, c'est quoi les batailles? Les batailles, ça va de la petite chevauchée à une dizaine ou une quinzaine de chevaliers. Ils vont ravager les villages, ils pillent tout, ils tuent. Voilà. Ou sinon, il y a quoi? On pose un siège carrément avec des bricoles. Donc, les bricoles, c'est comme les trébuchets, si vous voulez. Version moderne à l'époque de la catapulte. Donc, il y a les sièges. Et puis, il y a carrément dans la plaine, là, à Ambronay, hein, ils se retrouvent tous, je crois que c'est 1325, bataille de Varay, 3000 contre 3000, tous les alliés du comte de Savoie contre tous les alliés du dauphin de Viennois, et puis chacun y va de sa petite oriflamme, de sa petite banderole comme ça avec le sabre en avant, et c'est vraiment comme ça. Hein. Voilà. Mais bon, faisant beaucoup de morts quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir aussi on va le voir, c'est qu'en 1305, ici, il y a la construction des premiers châteaux des Alimes, et 1312, la construction, mais cette fois-ci en pierre du château des Alimes. C'est-à-dire que la construction en bois et en terre a été détruite pour être ensuite reconstruite en pierre en 1312. Et donc, là, j'ai placé les châteaux. Donc, château de Saint-Germain, ici, sur cette ligne, château des Alimes, bâti de Saint-Denis et bâti de Luisandre. Voilà. Ça, c'est les 4 châteaux majeurs qu'on a vus au début. Et la bâtie château des Alimes, vous voyez que, bien, avant 1305, on ne sait pas trop ce qu'il y avait. On ne sait pas ce qu'il y avait avant. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'en 1305, il y a une bâtie de terre et de bois qui est construite. Après, c'est une bâtie de pierre en 1312. Et après, cette bâtie de pierre, elle prend le statut de châtellenie. Donc, elle a des droits fiscaux, de justice notamment. Vous voyez ? Donc ça, c'est pour le château des Alimes. Pour la tour de Saint-Denis, c'est presque pareil, sauf que peut-être qu'on suppose vraiment qu'il y avait une bâtie qui a remplacé, si vous voulez, étant donné que là, ça avait été pris par la Savoie. Il est bien possible que à la tour de Saint-Denis, il y ait eu une fortification aussi. Je fais le tour ici de ce qui s'est passé au XIVe siècle. C'est l'époque des Templiers. Donc, il y a Clément V qui est couronné pape à Lyon, donc non loin d'Ambérieu en Bugey. C'est le premier pape qui ne siège pas à Rome, quand même. Et c'est le pape, en 1312, qui va dissoudre l'ordre des Templiers, pour donner les biens aux hospitaliers. Et ça s'est passé au concile de Vienne, en 1312, dans le Dauphiné de Viennois. Donc c'est-à-dire que c'est en plein là où on est, quoi, hein, vraiment. Et puis, il y a autre chose à voir, que j'indiquais, c'est le début du petit âge glaciaire, si vous voulez. Alors, le petit âge glaciaire, à cette époque-là, dans les années 1300, notamment à l'époque de la construction des châteaux, c'est une véritable plaie. Hein. Il y a des refroidissements extraordinaires, beaucoup de pluie, donc des récoltes bien moindres, c'est difficile de manger, et là, on est en pleine guerre. Voilà, on a effectivement le début de la guerre de 100 ans en 1337, pour ajouter à ça, et puis on a la peste noire en Ambérieu. Mais c'est aussi un siècle, une sorte de petite renaissance, où on est dans le siècle de la quantification, de la mesure et d'avancées technologiques remarquables, notamment avec le sextant, avec les outils de la navigation, avec l'architecture, les cathédrales, voilà, le compas, astrolabe, et surtout l'horlogerie, car à la fin du XIVe siècle, eh bien, il y a énormément de villages qui ont au sommet des églises ou des beffrois des mécanismes avec des engrenages, de l'horlogerie. Et ça, c'est très important, notamment pour comprendre la réduction, pour déterminer des angles. Voilà. Alors, d'abord, la tour de Saint-Denis, eh bien, c'est une tour presque carrée avec une enceinte quadrangulaire. L'enceinte quadrangulaire, ça s'appelle une courtine. La tour qui est montée ici, vous voyez, sur ce qu'on appelle un molar. C'est-à-dire qu'en fait, on a réélevé de la terre avec des galets pour ensuite mettre la tour. On a d'abord mis un niveau, si vous voulez, pour ensuite mettre une tour. On n'a pas juste mis une tour plus bas. On a mis un niveau. Ce qui va bien avec les attitudes dont je vous parlais tout à l'heure, quand même. Hein. Voilà, ça c'est ce que disent les historiens. Hein. C'est pas moi, hein, j'ai rien inventé. Là. Là, vous avez la tour de Saint-Denis et on regarde, on fait un 180. Là, vous voyez, on voit Ambérieu. Là-bas, il y a le château des Alimes. En haut, il y a le château de Luisandre. Et là, par là, c'est le château de Saint-Germain. Mais si on se retourne dans l'autre sens, de l'autre côté, on balaye encore toute la plaine, le plateau de la Dombe. Enfin, on a une vue à 360 depuis la tour de Saint-Denis, littéralement. Pour le château des Alimes, c'est un château donc, qui a été construit en 1312, alors que la tour de Saint-Denis, c'est 1323. Lui, il y a une tour ronde et une tour carrée. Et un jeu de courtine carré de 36 mètres par 36 mètres. D'accord ? Et en plus, il y a une petite enceinte, une enceinte nord. D'ailleurs, elle n'est pas petite. Vous voyez, l'enceinte au nord,
on la voit ici, on la distingue, et avec une petite tour ronde ici, et un grand mur ici qui fait 100 mètres. Alors, après vous présenter ça, je vais vous présenter la métrologie dans l'historiographie locale. Pourquoi je vous présente ça? Ben, tout simplement parce que moi, tout ce que j'ai découvert tourne autour de la mesure. Donc des angles, des distances. Donc voilà, je ne pouvais pas me couper de ce que peuvent dire les spécialistes. Et il y a un spécialiste qui a fait un gros travail, et c'est rare d'ailleurs, hein, Alain Cassuzan, la mesure standardisée des toises de construction dans les châteaux forts du comté de Savoie. Lui, il trouve qu'il y avait le pied du seigneur qui faisait 31,25 cm et la toise du seigneur qui faisait 1,875 mètres de longueur, donc la toise, hein, c'est ça la toise. Et comment il a pu déterminer ça? Eh bien, il a regardé combien avait été facturé dans les comptes, parce que ce qui se faisait beaucoup en Savoie, c'était les comptes de Châtellenie, en latin, voilà. Et donc, il a déterminé, au château de Pondin, qui est à côté d'Ambérieux, que, eh bien, il y avait un mur, voilà, qui faisait 4 pieds. Hein, donc, il a payé pour 4 pieds, le châtelain. Donc, il est allé à Pondin, il a débroussaillé, il a mesuré, il a constaté le mur, et il a pu déterminer, bah oui, 4 pieds, 1,25 mètres. Voilà pour lui ce que ça vaut. Et ça, c'est dans le comté de Savoie. Dans le Dauphiné de Viennois, en fait, il y a d'autres unités de mesure. En fait, dans toutes les localités, il y avait des unités de mesure différentes. Voilà ce qu'il faut savoir. Mais pour des besoins de modernisation et certainement de guerre, il a fallu uniformiser, il a fallu standardiser un petit peu toutes ces mesures. Voilà. C'est ça que disent les historiens, que relatent les historiens. Et il se trouve que dans le Dauphiné de Viennois, vous avez une toise, la toise de Château-Queyras, qui fait 1,875 mètres, comme la toise de Savoie. Et puis vous avez aussi la Lonne d'Embrun, qui est dans le textile, qui fait 1,25 mètres. Donc comme 4 pieds de Savoie, pareil. On retrouve dans les archives, alors voilà les archives. À gauche, vous avez le latin. À droite, vous avez la traduction par les historiens médiévistes, dont c'est le métier. Et vous voyez que j'ai encadré en bleu, là, qu'il y a Pierre Roux, on lui a facturé, on lui a payé, pardon, pour un mur qui allait faire 4 pieds de largeur. Alors, 4 pieds, c'est souvent standard. On retrouve aussi 5 pieds, hein, 4 ou 5 pieds souvent, très souvent, au château de Luisante, par exemple. Voilà. Pour les hauteurs, c'est 2 toises et demie souvent. Donc, on met un module de 2 toises et demie, puis un autre module de 2 toises et demie par-dessus, par exemple. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aucun étalon n'a été retrouvé, aucun témoignage de ces étalons dans les archives. Les seules mesures qu'on a pu retrouver, c'est en confrontant ce qui a été payé au maître tailleur de pierre et ce qu'on a vérifié de ce qu'on a payé du tailleur de pierre sur place. Maintenant, on va regarder. Alors, 1,875 mètres, on va s'intéresser au nombre. Il n'y a rien à retenir. 1,875 mètres, c'est 15 huitièmes. On retrouve dans la plus vieille coudée, l'étalon, si vous voulez, le plus vieux qu'on ait, c'est un étalon sumérien, moins 3000 avant Jésus-Christ. Eh bien, le rapport entre sa coudée et son pied, ça fait 15 huitièmes. Donc 1,875 en termes numériques. Hein. D'accord? C'est un rapport là. Et le pied à 31,25 cm, 25 huitièmes, évidemment, c'est pi chez les Romains, et le monde romain. Donc tout ça, ça nous fait penser à quoi? Eh bien, moi, ça me fait penser que la circonférence terrestre méridionale, c'est-à-dire par les 2 pôles, ça fait à peu près 40 000. Donc 40 000, on peut faire 2 au carré, 2 puissance 2, fois, donc 2 puissance 2 fois, on rajoute des zéros, hein, et puis en mètres, quoi, en fait. Hein, c'est un 2 puissance 2, des zéros, et le mètre. Mais si jamais, j'ai trouvé ça rigolo de le faire, c'est-à-dire que je prends 31,25 cm, eh bien, donc le pied de Savoie. Ça fait 2 puissance 7 fois le pied de Savoie, et puis on rajoute des zéros. Donc c'est le même système de pensée. Une mise en puissance de 2 du monde. Hein. Ce que j'ai expliqué au début, le nombre structure l'univers. Et les hommes l'ont remarqué. Ils auraient pu prendre autre chose, simplement. Donc moi, je trouvais intéressant de montrer qu'il y a un système un petit peu commun de pensée. Voilà. Au-delà de la division du cercle, même si effectivement c'est très intéressant, mais là, ce n'était pas mon idée. Mon idée, c'est que le nombre structure notre monde, le nôtre de monde. Et donc, si je prends la tour de Saint-Denis ici et le château des Alimes, alors, je vais jusqu'à la tour ronde. J'expliquerai après pourquoi je vais jusqu'à la tour ronde. On a, vous voyez, un azimut qui fait 65,7 degrés nord. C'est-à-dire, si je me mets à la tour de Saint-Denis, je regarde le château des Alimes, je fais 65,7 degrés nord. Voilà. C'est intéressant. Je vais jusqu'au bout, j'ai 6542 mètres de château à château.
C'est intéressant, puisqu'on a encore le 6 et le 5. L'altitude finale d'arrivée, 659, j'ai encore le 6 et le 5. Le diamètre intérieur, 6,57. Et puis, le rayon de la tour fait 6,05. Je marque volontairement un temps d'arrêt. En fait, c'est bien plus précis que ça. C'est ça que je me suis aperçu. C'est-à-dire qu'en fait, le 65,7 degrés, hein, je peux vous le remonter, 65,7 degrés, ça, c'est en degrés décimales, mais à l'époque, il comptait plutôt en degrés minutes. C'est-à-dire que dans un cercle, il y a 360 degrés. Chaque degré, eh bien, on peut le décomposer en 60 minutes. Et une minute, on peut le décomposer en 60 secondes. D'accord? Donc, eh ben, c'est tout à fait ce qu'on va faire ici. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Vous voyez, on s'aperçoit qu'on a eh bien, 65 degrés 42 minutes. Donc là, quand j'ai constaté ça, je suis devenu certain de l'autre valeur, 6542. Je ne savais pas où prendre les traits. Je ne savais pas s'il fallait prendre le centre de la tour, devant la tour, à côté de la tour. Je ne savais pas à quel point prendre. C'est ça, en fait, qui m'a guidé vers le centre des tours. Et quand je prends le centre des tours, ça me donne ça. D'accord? Donc, 65 degrés 42 minutes, 6542 mètres, 327 mètres. Le topographe géomètre reconnaît tout de suite un gisement et une élévation. Et là, je précise que 6542 est en lui-même une référence. Parce qu'en fait, mon idée, c'est quand même de calculer les probabilités que ça soit fait par hasard. Donc, je ne savais pas si je vais prendre ça comme référence et ce nombre pour calculer la probabilité, ou prendre celui-ci en référence et celui-ci. Je ne savais pas. Mais en fait, quand on lit les pythagoriciens, en fait, le nombre est lui-même la référence. Donc, en fait, il faut prendre les trois. Il n'y a pas de raison de prendre plus l'azimut que la distance. Le nombre est important, et on le voit. Hein, d'accord? Donc, si je pars du principe, donc ça c'est une hypothèse, que le nombre est en lui-même important, comme le disaient les anciens, eh ben, ça nous amène à une chance sur 108 milliards que ça se produise. Et que donc, le mètre existe, puisqu'on le retrouve dans une base 60. Je vous montre la base 60. Ça, c'est une base 60, ça, c'est une base décimale, 10, et ça, c'est une base 10. Donc, on le retrouve dans différentes bases, dans différentes unités. C'est pour ça que c'est le nombre qui est important, parce qu'on peut le retrouver dans n'importe quelle unité. Si ça se trouve, il y a 6540 kg de quelque chose ici, hein, j'en sais rien. Vous comprenez? Bon, pourquoi tout ça? Donc là, on vient de faire de la cartographie locale. Moi, j'aimerais vous parler de la cartographie absolue, parce que si on est capable de cartographier en local, il pourrait être bien de regarder à une référence. Au tiers de la distance, exactement, 6542 divisé par 3, j'ai l'église d'Ambérieux, ici, avec, ici, un repère de nivellement. Voilà, et je vais sur Géoportail, je trouve la fiche avec l'altitude, vous voyez, et sur cette fiche, il y a les latitudes et les longitudes, en degrés, minutes, secondes, et puis il y a aussi en bas, vous voyez, quelque chose d'intéressant, c'est la coordonnée est et la coordonnée nord en Lambert projection Lambert 93. 6542 en Lambert 93 en coordonnée nord, c'est-à-dire par rapport à une référence. On ne sait pas laquelle encore, mais c'est ça la référence, c'est ce nombre. C'est-à-dire qu'il est positionné, les deux châteaux sont positionnés l'un par rapport à l'autre en local, mais aussi en absolu par rapport à une référence. Donc on va voir tout de suite ce que c'est que la projection Lambert, parce que là on ne peut pas faire l'impasse. Donc c'est quoi? En fait, si vous voulez, 6542, en fait, c'est la distance d'un cône, là, de là jusqu'à Ambérieux. Et en fait, c'est quoi ce cône? Ce cône, on vient le faire chapeauter la Terre, la planète Terre, avec l'équateur terrestre. Donc vous voyez, là, le bout du cône, c'est l'équateur terrestre, ici. Quand je fais ça, là, je viens faire affleurer le cône, ici, eh bien, j'ai la distance par rapport à l'équateur qui fait 6542,6. Le Lambert 93, il va venir projeter. Ici, là, on va venir projeter les points de la carte de France, à cet endroit-là, et on va dérouler le cône. Voilà. Donc, on va avoir une petite déformation. Toutes les cartes nous donnent une déformation, c'est obligé. Vous voyez? Donc, pour qu'il y ait moins de déformation, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, en fait, au lieu de faire affleurer ici, on fait passer par le 49e et le 44e parallèle. Comme ça, on répartit la déformation de part et d'autre, des 49e parallèles et 44e. Donc ça, c'est tout à fait ingénieux, on réduit la déformation. Le Lambert 93, donc déforme les distances, mais pas les angles. On voit bien, déforme les distances. 6542, en fait, si je prenais la distance que j'ai d'Ambérieux jusque-là, j'ai 5092. Donc, voilà ce que ça donne la carte de France. C'est tout à fait le Michelin que vous avez, c'est du Lambert 93. Voilà, avec le 6542. Le Lambert 93, il a été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Les cartes IGN Michelin l'utilisent.
c'est la meilleure projection à plat pour la France. En tout cas, c'est celle qu'a choisi la France d'utiliser. Donc, ça conserve les angles. Donc, en fait, c'est très pratique pour la navigation, donc aérienne ou maritime. Là, c'est important. Lambert 93 repose sur le réseau géodésique français RGF 93, lui-même basé sur l'ellipsoïde mondial de référence lié à WGS 84, c'est-à-dire en fait, c'est basé tout ça sur le GPS. Le nombre qu'on trouve de 6542 rentre dans le système qui est conçu pour les GPS. Il semblerait qu'on retombe sur les mêmes solutions qu'au XIVe siècle. Alors, les cartes, il y a deux choses. Un, une carte, c'est politique. Deux, une carte, c'est pour montrer, on fait une carte avec un objectif. La carte de Peutinger, ici, qui est du IVe siècle, eh bien, ça montre, c'est une carte routière, les lieux et les routes. Voilà, j'ai mis d'autres cartes pour vous montrer la déformation. Voilà, la carte d'époque, 1300, on a la carte du monastère d'Ebsdorf, et donc là, vous avez le jardin d'Éden à l'est, au milieu, vous avez Jérusalem, et là, vous avez la péninsule, le nord-ouest de la péninsule ibérique, à cet endroit-là. Il y a tout un tas d'informations, de connaissances historiques, mythologiques et théologiques qui sont inscrites là-dedans. Mais effectivement, ça ne ressemble pas du tout à la Terre vu de l'espace. Hein. On est d'accord. Bon, donc en fait, toutes les cartes du Moyen-Âge et d'avant sont déformées. Mais il y en a une qui n'est pas déformée quand même. C'est celle-ci. Vous allez sur place, vous allez à Tour de Saint-Denis, on vous dit 6542, bah vous l'avez. Vous l'avez. Alors, 6542, c'est sur Google Earth, de centre à centre. Voilà, tout ça, c'est sur Google Earth, mais bon, c'est très précis là pour ce que j'avais à faire. Pas de déformation, un seul nombre à connaître, et surtout pas besoin de papier, pas besoin de s'encombrer avec une carte. Donc, quelqu'un qui a une bonne mémoire, il retient plein de nombres de France, et il arrive, il sait exactement où il est. Donc, 6542, c'est une latitude en plan, en projection Lambert. Ça démontre littéralement que l'utilisation du mètre. La projection conique conforme existait 470 ans avant que Lambert n'en définisse les principes. Et c'est une cartographie à l'échelle 1 sur 1, réalisée au XIVe en projection conique conforme. Alors, on vient de voir pour les latitudes, bah maintenant il faut voir pour les longitudes. Peut-être que ça ne marche pas, peut-être que c'est juste un coup de peau. Donc, allons-y. Là, on va faire un peu de géométrie. Donc, première géométrie laquelle j'aimerais vous montrer, c'est en fait, on va aller dans l'architecture, parce qu'il nous reste, dans le château des Alimes, on a des éléments, on a des objets intéressants. Quels sont les objets du château des Alimes? Intéressants. Le centre de la tour ronde, le centre du château, les coins là et de l'autre côté. On a le coin aussi ici, et puis on a le centre de la petite tour ronde ici. C'est des objets, on peut en avoir une certaine précision avec Google Earth, ce qui nous permet d'être catégorique sur ce qu'on va trouver. Et effectivement, lorsque je monte, que je pars du centre de la tour carrée et que je vais dans le coin de la muraille, là, légère, eh bien, je fais 120 mètres à 0 degré nord exactement. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait 0 degré nord, 120 mètres, ils sont partis plein nord sur 120 mètres. Et quand je vais du point B ici au point M, je suis plein est. Et ça fait 50 mètres. Quand je reviens, étant donné que j'ai 50 sur un côté et 120 sur l'autre, le dernier fait 130, c'est un triangle de Pythagore, le deuxième triangle de Pythagore. Une objection pourrait être que la muraille, à un moment donné, la muraille s'infléchit. En fait, ce qui se passe, c'est que, pour avoir fait le tour de la question, là-dessus, c'est qu'on part plein est avec la muraille, et qu'à un moment donné, la muraille bifurque, comme ça, pour aller chercher la tour. Peut-être pour une question de protection de la tour, notamment, mais voilà. En tout cas, le début de la muraille part bien plein est. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que tout simplement, si je prends la moitié de 50 mètres, ça fait 25, j'arrive en J, et que je pointe en J, en fait, ça me donne l'orientation ici de la tour carrée. La tour carrée est orientée selon cet angle-là. Et le point J va être un point important, vous allez voir. Avant de parler du point J, je vais dans le coin en bas, le point N, je relie le point K en haut, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'observe? Eh bien, c'est que ça fait 14,04 degrés nord, et ça, c'est un quadruple carré. Donc, 14,04 degrés nord, ça, c'est vraiment typique du quadruple carré, dont le côté fait 30,9 mètres. 30,9 mètres, je vais essayer de faire simple, en tout cas là je m'adresse surtout aux initiés, ceux qui savent, c'est une seconde d'arc de méridien fait 30,9 mètres à peu près. Donc ça a à voir avec la dimension de la Terre en fait, voilà. D'accord? Je ne vais pas m'attarder trop, il faut juste comprendre que ça a à voir avec les dimensions de la Terre. Et c'est marrant parce que c'est bien le bon sens des longitudes. Donc une piste, et puis maintenant,
bah, je vais me mettre dans le coin en B, vous voyez, dans le coin de l'enceinte légère, et je vais regarder le point J. Qu'est-ce que j'observe? Et je crois que c'est clair. C'est que vous avez la muraille d'enceinte légère ici, qui a été tracée, qui a été montée, construite, avec un dispositif permettant de rendre linéaire entre le point B et le point J. Ça va jusque-là, hein? Vous vous mettez au point J, vous regardez le point B, c'est un très bon point d'arpentage de géomètre, le point J, comprenez? En tout cas, c'est un point qui a été utilisé massivement. Là, ce qu'on va voir, là, ça passe beaucoup par J. Voilà ce qu'on a au point J, ici. Voilà, le point J est là, ici. Eh bien, ce que je vais chercher à faire, c'est placer la tour ronde, le centre de la tour ronde. J'ai un angle, partant du point J, j'ai un angle de 24,42 degrés nord. Et c'est assez curieux parce que 24,42 degrés nord, ben c'est un plan modulaire carré de 5 par 11. C'est très précis hein, aussi. Hein. C'est vraiment, là, je suis vraiment sur du très précis. Je l'ai vérifié plusieurs fois quand même. Et ce que ça a vraiment d'extraordinaire, vous allez comprendre, c'est que ce côté-là fait 119 mètres. Le côté qui part vers le nord. 119 mètres, vous voyez? Mais c'est bizarre parce que si vous faites 119 fois 5 unités fois 11, donc on prend le nombre, 119 fois 5 fois 11, et ben ça vous donne 6545. Et ça, c'est énorme. Parce que ça veut dire que le 119 est sur le bon côté et je le multiplie par 5 et par 11. Voilà. Et ça me dit la latitude où je suis. Donc ça, c'est assez incroyable. Alors on pourrait me dire, ouais, mais tout à l'heure, c'était 6542. Donc ça va pas, c'est pas bon. Alors d'abord, c'est pas loin, premièrement. Mais deuxièmement, c'est bien plus précis que ça. C'est que 6542, c'était au centre-ville. Mais là, quand je suis au château des Alimes, je suis plus haut. Je suis à 6544,4. Vous voyez la précision, quand même. Donc, comment faire en nombre entier pour représenter une latitude à un endroit cartographique? Bah, vous faites ça. Eh bien, maintenant, la question, clairement, vous voyez ce côté-là, ici, bah, est-ce qu'il a à voir avec les longitudes? Là, on vient de voir la latitude. Là, je viens de marteler la latitude. Mais bah, peut-être qu'il a à voir. La meilleure hypothèse, c'est quand même qu'il a à voir. Eh bien, regardez bien le truc. Je vous laisse apprécier. Ça va? Je peux passer à la suite? Allez, je passe à la suite, comme ça on gagne du temps. Donc, maintenant, quelque chose d'un petit peu plus compliqué à comprendre. Je vais me mettre au tableau. Donc, s'il vous plaît, écoutez. Bon, j'ai dit, en projection Lambert, on est à Ambérieux, on est à 6544,4 au château, hein, par rapport à l'équateur. Donc, mais en projection plane, eh bien là, on a 886,6 par rapport à une référence est. C'est-à-dire, on se place, certes, par rapport à l'équateur, mais il faut une référence à l'est aussi. Hein, parce que sinon, vous pouvez retrouver, je ne sais pas, vers Issoire, on n'est pas loin de la même latitude, en fait, mais on n'est plus à la même longitude. Vous voyez? Donc la longitude ici, mais en projection plane Lambert, c'est 886,6 degrés est. Voilà. Je prends 886,6 degrés est, je le divise par la longitude, 541, si vous voulez, puisqu'elles ont à voir. Je tombe sur quoi? Je tombe sur 65,55 divisé par 4. Donc je retombe pas loin du 6545. En fait, la position initiale de là où je pars pour prendre mon 886, elle est purement arbitraire. C'est comme prendre le méridien 0. Vous savez, je prends le méridien 0, on aurait pu prendre le méridien de Paris, le méridien de Greenwich, on aurait pu prendre ce qu'on voulait. Bah là, c'est pareil. En fait, dans notre projection Lambert du cône déplié, si vous voulez, il ne faut juste pas partir d'une position où on mange la Bretagne. Il faut être sûr d'avoir dépassé la Bretagne et l'île d'Ouessant qui est au bout. C'est ça. Donc, si je dis que le nombre structure l'univers, que je prends le nombre, puisque depuis le début, quand même, on voit que c'est précis, donc je prends le nombre précisément, je divise par 4, je fais le même calcul, j'ai 885,1 qui m'amène à une différence de 1,5 km sur 800. Donc, c'est pas énorme. Ça nous amène à ça. Il se trouve que ça passe par la ville de Riron, là, ce trait. Donc, à cet endroit, c'est actuel. Voilà. Mais selon mes calculs, c'est ce qu'ils avaient calculé. Ils avaient dit, on va le mettre à Riron, mais alors là, enfin, à Riron, ou je sais pas, enfin, en tout cas, ils avaient une référence. Voilà. On va le mettre là. Est-ce que vous voyez? Si le nombre est pur, si le nombre structure l'univers, en fait, on est tombé un peu sur la même chose. Donc ça, quand même, c'est pas mal. Et alors, moi, parce que quand même, je me suis demandé pourquoi là, pourquoi ça passe notamment par la ville de Riron. En fait, c'est pas vraiment, enfin, peut-être qu'il y a un point à Riron, j'en sais rien, j'irai voir. Bon, c'est grand, quand même. Mais simplement, en fait, ce point de départ ici, il se retrouve exactement, en fait, c'est l'île d'Ouessant, en projection Lambert, qui se retrouve à 100 km exactement de ce point-là. Vous
Vraiment, c'est 100 km. Donc en fait, on commence à cartographier à 100 km du point de départ, la France. Donc, dans tout ça, je vous ai montré qu'il y avait 54,09 mètres sur un plan modulaire carré et qu'on était à 5,41 degrés de longitude est par rapport à un méridien zéro. Mais ça, on est au 14e siècle. Donc le méridien zéro, il n'existe pas au 14e siècle. Mais par contre, on tombe là-dessus. Donc là, il y a un travail à faire. Voilà, j'encourage les gens qui ont des idées à m'en faire part parce que ça m'intéresse. Ça doit certainement être astronomique. Donc sinon, effectivement, on voit bien, regardez, ici, on a deux unités différentes avec les mêmes valeurs. Donc le mètre a été utilisé sans doute possible. Le degré décimal était connu aussi, hein, tant qu'à y être. Et la coordonnée est 886,6 entretient un rapport avec 5,41 et le nombre 6544. Ils entretiennent tous un rapport. Après m'être intéressé à tout ça, j'estime moi, avoir démontré, Dr Rouby, que le nombre structure l'univers, parce qu'à l'arrivée, j'ai les nombres qui se retrouvent tous résolus dans un même système dans lequel on le retrouve dans toutes les unités et en plus en cartographie, en latitude et longitude. J'estime l'avoir démontré. Mais effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui vienne avec des arguments meilleurs et qui puisse me le faire tomber, et j'aimerais bien qu'on me le fasse tomber. Parce que ça me permettrait de reprendre pied avec la réalité un peu, parce que quand même, ça pose quand même des questions sérieuses. Je prendrai rendez-vous chez mon psychiatre. Maintenant, une question quand même, c'est entre le château des Alimes et la tour de Saint-Denis, il y a un axe. Et cet axe, en fait, je me suis demandé pourquoi c'était si précis tout ça, en cartographie, etc. Mais on a vu qu'il y avait le nombre, la géométrie et l'astronomie. Donc je me suis dit, tiens, le soleil, où est-ce qu'il tombe? Alors ça, j'ai pas encore pu le vérifier, mais j'en ai une assez bonne certitude. C'est que cet axe, il correspond à Imbolc, le coucher de soleil à Imbolc au 1er février. Voilà, si on se met au château des Alimes, eh bien, dans la foulée de la tour de Saint-Denis, je vais avoir le soleil. Donc là, vous voyez, il y a un outil qu'on a, Sunner's Tool, qui montre le coucher de soleil ici, au 1er février. Voilà. Donc, si c'est pas exactement dans l'alignement, on n'est pas loin avant ou pas loin après, si vous voulez. C'est vraiment, c'est sensible là. D'autant plus qu'à l'horizon, les montagnes sont très loin, donc en fait, le soleil se couche presque à plat, quoi, hein, presque à l'horizon. Hein, Imbolc, c'est le 1er février. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Imbolc? Pour ceux qui ne savent pas, c'est 40 jours après le solstice d'hiver. C'est une fête celtique dans laquelle il y a l'idée du renouveau de la lumière, de la purification, voilà, de la lustration et de la fertilité, de la gestation au moment du retour du printemps, de la nature qui va revivre. C'est ces idées-là. Et il y a une fête qui est fêtée au 1er février aussi, c'est la Sainte-Brigitte en Irlande. Voilà. On regarde un petit peu l'étymologie d'Imbolc. Donc là, j'ai pris le bouquin des plus, on va dire, des plus orthodoxes, stricts des linguistes, là. Et ils disent, et je pense que c'est clairement bon, imb, autour d'eux, donc ça vient d'irlandais notamment, hein, ce mot, et folk, la lustration. Lustration, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lavage, la purification par l'eau, d'accord? Ouais. Et en remarque quand même, en latin, vous avez lustrare, qui est un synonyme de februare. Et on tombe au 1er février. D'accord? Et lustrare, lustration. Il y a aussi autre chose, c'est que dans le calendrier de Coligny, il y a des lustres. Je crois que c'est des cycles de 5 ans, de 5 années. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est le lavage, c'est l'eau. Alors, je viens de vous montrer qu'il y a certainement des éléments celtiques dans l'axe qu'on a. Mais il faut que je le démontre, il faut que j'essaye de le démontrer, il faut que je tente d'y arriver, il faut que j'y arrive. Et pour faire ça, j'ai regardé un peu ce qu'en disent les autres des axes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé la même chose que moi, c'est-à-dire qu'à Imbolc, eh bien, on va avoir un coucher de soleil qui s'aligne dans l'axe d'Imbolc sur une structure mégalithique, par exemple. Ben là, il y a Howard Crowers qui a trouvé ça, c'est-à-dire que le quadrilatère du Magno à Karnak, qui est un quadrilatère donc, qui date peut-être d'il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, eh bien, il y a cette partie-là du quadrilatère qui marque le coucher de soleil à Imbolc. J'ai bien dit le coucher de soleil, pas le lever. Et de l'autre côté, ça marque le lever ou le coucher de soleil d'une autre fête, mais là, je ne me souviens plus laquelle. Beltane, peut-être bien, hein, puisque c'est la symétrie. Non, pas Beltane. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est le coucher de soleil. Et regardez bien,
parce que là, c'est assez scotchant aussi. C'est-à-dire que vous avez le coucher de soleil à Humboldt, donc dans le prolongement de cet alignement-là du quadrilatère, mais vous faites, quand vous vous placez là, vous regardez le nord, eh bien, il vous faut faire 243 degrés nord exactement pour positionner angulairement, si vous voulez, ce mur. Voilà. C'est-à-dire que le coucher de soleil à Humboldt, à Carnac, c'est 243 degrés nord qu'il faut faire. Et regardons voir ce qui se passe sur les châteaux de Saint-Denis et à Limes. Par rapport à l'est, eh bien, vous avez cet axe qui fait 24,3 degrés sur un coucher de soleil à Humboldt au 1er février. Donc là, l'idée, c'est que les châteaux ont été mis à un endroit précis, mais dont le lieu lui-même a existé avant d'avoir les châteaux, bien sûr. Et que, donc, du coup, certainement, on a ici un axe qui est mégalithique avant d'être médiéval. Certainement. Autre chose que m'avait fait remarquer Quentin Leplat, c'est là, vous voyez, eh bien, si je fais un petit peu de calcul, c'est-à-dire cette distance-là, verticale divisée par cette distance-là, 0,45. Et si je prends 40 jours depuis le solstice d'hiver, je suis à Humboldt, j'ai 89 jours en hiver, eh bien, je tombe aussi sur 0,45. C'est-à-dire que la division du lieu correspond à la division du temps. Et ça, Quentin me l'a fait remarquer parce que lui, il l'a vu sur beaucoup de structures, et notamment, il le présente dans Ardéenne, arpenteur du néolithique. Regardez bien, 2 sur 5 en géométrie, donc ça fait 0,4, mais le lever solaire est un 28 octobre, soit 36 jours depuis l'équinoxe sur 90 jours en automne, ce qui fait 0,4. Pour essayer d'aller plus loin, si c'est mégalithique, si c'est celtique, on peut aussi planter un gnomon. Ça aussi, c'est sur les conseils de Quentin Leplat. Donc du coup, je plante un gnomon en 1300, puisque moi j'ai des châteaux de 1300. J'ai une ombre projetée à terre, à midi, au 1er février, de 1,988 mètres. C'est intéressant, c'est presque 2 mètres. On n'en est pas loin, c'est curieux. Donc du coup, je vous rappelle que la Terre, si vous voulez, elle n'est pas droite comme ça, elle a un axe. Voilà. Ouais, actuellement, on est à 23,4 degrés. En gros, sur un cycle de 41 000 ans, ça passe de 24,5 à 22,5, quelque chose comme ça. D'accord ? Voilà. Donc, sur un cycle de 41 000 ans, ça fait ça. Donc, l'idée, ça peut être de regarder à quelle date, eh bien, ça va faire 2 mètres. C'est-à-dire qu'on est 1 par 2. Ça peut être intéressant, juste pour voir. Bon, il n'y a pas de miracle. Il n'y a aucun miracle là. C'est-à-dire que je trouve bien 1 mètre et 2 mètres. Il n'y a aucune trouvaille. Enfin, quand même, on détermine qu'en moins 1900, là-haut, voilà, moins 1900, c'est ça. Et du coup, je ne sais pas si vous êtes aperçu tout à l'heure, juste avant, mais j'avais compté le nombre de jours, 40 depuis le solstice d'hiver, alors qu'en hiver, il y a 89 jours. Comme si le solstice d'hiver était une référence. Mettons-nous au solstice d'hiver pour voir. On y va. Au solstice d'hiver, on a 1 mètre, et à midi, l'ombre projetée, elle fait 2,727 mètres. Et du coup, 2,727 mètres fois 2400, c'est 6545. C'est-à-dire ça, c'est tout à fait vrai au château des Alimes. Donc, moins 1900, il y a un phénomène intéressant qui se passe. C'est ça que je veux dire. Et qui a à voir avec le nombre. Nombre qui intervient tout le temps. Reprenons nos esprits. Bon, je vous ai montré la suite numérique sur 2 chiffres, 6, 5, qui est indiqué partout. On a, par contre, le diamètre de cette tour qui fait 12,1 mètres. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, le rayon était de 6,05. Donc là aussi, on retrouve le 6 et le 5. Le 0 traduit l'absence d'une quantité. On a aussi le 6 et le 5. Moi, 12,1, j'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé... Enfin, je m'attendais à avoir un 6, 5, quelque chose. Et ben, j'ai pas pensé tout de suite à un nombre racine qui est le rayon. Et effectivement, quand vous voulez tracer, vous mettez il y a 5000 ans, vous voulez tracer un cercle, vous prenez une corde ou un tac, vous pointez comme ça, vous faites comme ça, et puis voilà. En fait, c'est le rayon qui est racine du nombre sur un diamètre. Pas dire que le diamètre n'est pas important non plus, vous allez voir. Parce que pourquoi 12,1 ? Pourquoi 12,1 ? Eh bien, vous voyez, on a Vénus qui fait 12 100 km de diamètre, 12 103,6. Vous voyez ? Et là, on a une tour ronde, donc, qui fait 12,1 mètres de diamètre. Donc ça, c'est quelque chose à remarquer. Et deuxièmement, c'est-à-dire que le diamètre là, il correspond au diamètre là, en termes de nombre. Mais la position ici, regardez bien,
5,4106465 correspond à la moitié de la distance moyenne Soleil-Vénus. Et là, on est précis au 6e chiffre significatif près, à l'unité en plus. C'est-à-dire que les deux diamètres ont les mêmes nombres, mais la position par rapport au méridien 0 qui est la référence, méridien 0 qui est la référence fait ça, et la position la position par rapport à la référence qui est le Soleil, bien sûr, et ben c'est ça. C'est quand même particulier. Alors pourquoi j'associe ça à Vénus? J'ai regardé toutes les autres planètes, il n'y a aucun nombre qui tombe comme ça. Hein. Il faudrait vraiment se faire du mal en mathématiques pour arriver à faire tomber quelque chose sur les autres planètes, premièrement. Deuxièmement, Vénus est la seule planète qui est, j'ai envie de dire, qui est presque parfaite. Pourquoi? Parce que Vénus n'a pas d'aplatissement, très peu d'aplatissement, quasiment rien. Donc elle a un diamètre de 12103, 12103. Et deuxièmement, son demi-grand axe est le plus régulier du système solaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment à 108 200 000, on oscille entre 107 millions et 980. Bon, c'est vraiment... on est vraiment sur une orbite qui est quasiment circulaire. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est la planète, d'une certaine manière, qui se rapproche le plus du cercle parfait. Et je peux vous dire une chose, c'est que sur cette tour, s'il y a bien une seule dimension qui est vraiment, dont je suis vraiment sûr parfaitement, que je ne mets pas un encadrement trop fou, ben c'est le diamètre extérieur. Hein. Le diamètre intérieur, je mets un gros encadrement, même si je tombe aux alentours de 6,5. Pareil pour la hauteur. Mais le diamètre extérieur, c'est vraiment précis. Hein. Que vient faire Vénus aussi précisément ici? Je résume ça là, finalement. Je le présente comme ça. Longitude, donc au sens terrestre. Longitude, vrai, du lieu. Au sens terrestre, 2 fois 6,05 qui nous marque le 6,5 qu'on a déjà vu, qui a à voir avec la latitude. Et là, on a 6546 qui correspond à la latitude, donc en projection plane. Mais de l'autre côté, je prends Vénus. Bon, bah ça, c'est le quart grand axe Vénus-Soleil. Ça, c'est le diamètre de Vénus. Mais regardez bien, 6546,7 là. C'est 584 fois 224. 584, c'est la période synodique de Vénus. Et 224, c'est la période de révolution de Vénus. En fait, je me suis posé la question. Je vais vous dire comment je me suis posé la question. Je me suis dit, c'est quoi les paramètres les plus importants de Vénus? Son diamètre, sa distance au Soleil et sa période de révolution. Après, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les plus importants. Et là, vous voyez, là où est la subtilité, c'est que, en fait, alors là, c'est pas 224, c'est 224,66. Hein, je triche un petit peu, mais je pense que c'est parce que c'est le nombre entier, mais en lumière tout ça. Voilà, le nombre entier mis en lumière, je pense, ce qu'il voulait faire. Donc là, j'arrive à une équation où je traduis tous les paramètres de Vénus les plus importants, en tout cas qu'on peut mesurer peut-être le plus facilement dans un premier temps, et la Terre. Donc c'est le lien Terre-Soleil. J'ai aussi regardé si à l'époque, quand ils ont construit la tour et le château des Alimes en 1312, si les souverains ils avaient l'habitude, par exemple, de voir un transit de Vénus. Peut-être que voir un transit de Vénus, ça peut peut-être nous permettre d'avoir la distance Soleil-Vénus ou le diamètre de Vénus. Hein, parce que Vénus, il a un diamètre exactement 115 fois plus petit que le Soleil. Et bien, il se trouve, j'ai listé tous les souverains, et bien, il n'y a qu'un seul souverain qui a pu le voir 2 fois. Sinon, lui, il a pu le voir 1 fois, lui aussi, 1 fois. Sinon, tous les autres, ils étaient trop petits ou tout simplement pas là. Donc lui a pu le voir 2 fois dans la pleine force de l'âge, à 40 ans, en 1275 et 1283. Donc pour répondre au comment, je ne peux toujours pas répondre comment, mais je peux arriver encore à aligner quelque chose. C'est que lui, ce souverain-là, il était bien là au bon endroit, et qu'il est mort en 1307, c'est-à-dire le château des Alimes en bois et en terre est déjà construit, et le château en pierre allait se construire. Aussi, il y a une grande période qui fait 243 ans, et j'ai trouvé ça intéressant d'indiquer. 2, 4, 3. Voilà. Bon, mon résumé, c'est ça. Mon résumé, c'est qu'on a, pour moi, et jusqu'à effectivement qu'on m'apporte des éléments inverses et que j'accepte très bien, en fait, hein, c'est que pour moi, vraiment, cette tour ronde, elle marque un astre, Vénus, qui est parfait, et elle-même, elle a vraiment son diamètre qui est parfait. Voilà. On a un peuple qui était là avant, qui étaient les Celtes, parce que j'ai essayé de démontrer au maximum que certainement le lieu est celtique, l'axe des châteaux est celtique. Les Celtes, c'est un peuple d'Europe,
En gros, entre moins 1000 et moins 500, et 500, pardon, moins 1000 et 500 après Jésus-Christ, donc. Unité culturelle commune, langue commune, plutôt l'indo-européen, mais on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Voilà. Leur origine, on ne sait pas trop, vraiment. Ça c'est encore en chantier parmi les spécialistes. Mais par contre, ce qu'on sait, et on le sait bien, c'est qu'avec Posidonios, là, il a traité de ces échanges, des échanges commerciaux, politiques et philosophiques que pouvaient avoir les Celtes avec le monde grec. Ça, c'est très important. Et on voit qu'Ambérieu-en-Bugey, ici, est tout à fait accessible à la vallée du Rhône et donc à Marseille. Hein, Marseille était grec à l'époque. Donc, on a aussi sur Ambérieu des traces celtes, hein, des tumuli. Mais bon, comme partout, en fait, on a plein de tumuli de partout. Donc là, je ne peux pas vraiment me baser là-dessus pour l'instant. J'ai pas de... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut étudier? Les tombes sous tumuli, effectivement, dans lesquelles on a des vases, des bijoux, des épitaphes. Qu'est-ce qu'on peut étudier? Des sites funéraires du 1er siècle de notre ère, 1er et 2e siècle de notre ère. C'est-à-dire que les Celtes, quand ils ont été conquis, les Gaulois, quoi, quand ils ont été conquis par Rome, les Romains, eh bien, petit à petit, la culture a perduré et petit à petit, s'est mélangé. Voilà. Et donc, du coup, ils ont pris, certains, l'écriture, des formes d'écriture, dans lesquelles on retrouve des traces d'écriture gauloise. Voilà, notamment dans le centre de la France. Et donc, on a aussi des iconographies, dieu, déesse, Vénus, lapidaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des textes mythologiques, écrits vers 300 par les Romains, et on a des récits mythologiques des Gallois et des Irlandais. Donc, les Vénus qu'on a retrouvées qui semblent celtes, qui sont celtes, non, c'est attesté, hein. C'est souvent, vous voyez, des Vénus, elles se retrouvent par 3, voilà, elles ont une couronne sur la tête, elles représentent souvent la fertilité avec la corbeille de fruits ou alors la mère à l'enfant. Et puis, on retrouve aussi des figurines moulées. On retrouve finalement une industrie, c'est-à-dire que ces figurines moulées, eh bien, ils les faisaient en grande quantité. Voilà ce qu'on retrouve. Donc, il y a des figurines que les spécialistes, ils les appellent encore Vénus, même s'ils ne disent pas que c'était lié à Vénus, la planète. Et donc, du coup, regardons voir un peu les textes mythologiques irlandais. Donc, on a Dana, mère de la tribu de Dana et des dieux, fertilité, protection, maternité. Et il se trouve qu'il y a une déesse, la déesse Brigid, voilà, qui était même un peu confondue avec Dana dans les textes irlandais, là, voilà. Et elle, c'est la guerre, la fertilité, les arts, la magie, la médecine. Elle est vue comme la déesse de la terre-mère. Voilà. Il se trouve qu'actuellement, au 1er février, on fête la Sainte Brigitte en Irlande. Et une origine possible de Brigitte, l'éminente, la très haute, ou la forteresse, ou l'aurore. Bon, vous voyez le lien que j'essaye de faire, Brigitte et Vénus, en fait. J'essaye de tisser un lien, la Brigitte avec Vénus. J'y arrive pas pour l'instant. J'arrive pas à le démontrer. Donc la déesse Brigitte et Imbolc. Bon, d'abord, Imbolc, c'est la fin du premier décan, le 1er février, premier décan du Verseau. Donc le Verseau, purification par le feu ou par l'eau. Souvent, il y a des chandelles sur l'eau. Voilà. Renouveau du cycle de la vie et de la fertilité. Et c'est le moment de se débarrasser de ce que l'on a accumulé lors de la période sombre. Mais c'est avant tout la purification en termes de rituel. Le Verseau, c'est l'eau qui jaillit, c'est l'eau qui coule, qui ruisselle. Bon, donc du coup, ce qui m'a intéressé là, c'est de voir dans la mythologie les déesses majeures qu'on a, est-ce qu'elles n'étaient pas associées avec une planète? Effectivement, alors dans le monde mésopotamien, là, Inanna chez les Sumériens, c'est clairement Vénus. C'est aussi protection, guerre, fertilité, amour. On voit sa descendante, Ishtar, pareil. Mais voyez, Brigitte, Dana, voilà. Alors je vais voir en Égypte comment ça se passe. En Égypte, il se trouve que Hathor et Isis sont attribués à Vénus, mais pas du temps de l'Égypte. Pas du temps de l'Égypte. C'est du temps des Grecs. C'est les Grecs qui relatent, qui identifient finalement Hathor et Isis à leur Aphrodite. Voilà. En fait, ce qu'on en a, c'est des Grecs. Les Grecs, ils sont assez insistants là-dessus, puisque, effectivement, quand je continue, Aphrodite, vers moins 700 environ, c'est l'amour et la procréation et la guerre, en Laconie, et donc c'est Vénus. Voilà. Donc ça, c'est assez important, je trouve.
c'est que dans le monde grec, il n'y a pas photo, c'est que la plus grande des déesses, certainement, en tout cas, c'est celle qu'ils associent à Vénus, qu'ils associent eux-mêmes à Isis et Hathor pour le monde égyptien de l'époque. Pour eux, ça fait aucun doute. Dans le monde romain, alors là, ce que je trouve intéressant, c'est de lister les Vénus qu'on a dans le monde romain. La Vénus 1, là-bas, c'est l'amour, la beauté, la séduction. Sa planète, c'est bien la bonne planète, simplement elle ne s'appelle pas Vénus, elle s'appelle Lucifer et Vesper. Vénus, c'est le nom romain, le nom de la déesse. Hein. Ensuite, la Vénus 2, en moins 50, Jules César, eh bien, il en fait la femme de la mère et du foyer. Et c'est toujours Vénus, la planète, hein, donc Lucifer. Et puis, quand Auguste arrive, ben lui, elle a une promotion carrément protectrice officielle de l'Empire. Vous voyez? Donc en fait, toute la mythologie, elle change tout le temps, suivant le lieu et suivant l'époque, en fonction de la politique. Bon, et puis il y avait aussi d'autres déesses. Alors il y a notamment Cybèle, qui est vers 400 environ après Jésus-Christ, déesse phrygienne, qui a certainement influencé le culte de Marie à cette époque-là. Voilà. Mais là, je ne vais pas m'attarder parce que ce que je voulais montrer, c'était plutôt pas ça, c'était plutôt que Vénus semble être vraiment la déesse majeure, et pourquoi pas Brigitte comme déesse suprême de la beauté, fertilité, amour, protection, guerre, du monde celte. Et pourquoi pas, elle serait associée à Vénus. D'autant plus que les Grecs avaient un lien avec les Celtes, des rapports privilégiés avec les Celtes. Vraiment. Bon, donc maintenant, on va s'intéresser à la purification par le feu. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez le château des Alimes, la tour de Saint-Denis, mais regardez bien, au 1er février, le soleil se couche, et si on suit le fil, il se couche au-dessus de Lyon, Lugdunum, la forteresse du dieu soleil. Et Saint-Denis, c'était le saint patron des rois de France. Le roi de France, c'est le soleil. En fait, Saint-Denis était associé au soleil. L'oriflamme, c'était du rouge, avec à l'intérieur une croix jaune ou un soleil jaune. C'est-à-dire que là, on a un alignement qui est vraiment global. Purification par le feu, c'est le soleil, lors du coucher de soleil, d'après moi. Vénus, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Vénus, elle accompagne toujours le soleil. La Lune, pas. La Lune, on peut l'avoir dans le dos, au 1er février. Mais Vénus, elle sera soit en haut, soit au-dessus, soit en transit, soit en dessous, enfin, elle est toujours à côté. Imbolc, purification par l'eau. Alors, en Berrieux, en 1300, à l'époque, 1312, là, je vous ai dit, petit âge glaciaire, donc là, ça jaillit. En fait, il y a énormément de cours d'eau. Donc, quand on regarde du château des Alimes, la tour de Saint-Denis, cet axe, il va couper l'Albarine, le Buzyn, l'Ain, le Rhône. Alors, il longe le Rhône, en fait, et il coupe la Saône. Voilà, donc l'eau est vraiment mise à l'honneur. Et je pense, en 1312, ça devait être un truc de fou. Au 1er février ou même en mars ou en avril, ça devait être un truc de fou parce que c'était le petit âge glaciaire. Donc, vous deviez avoir de la neige dans la montagne, vous deviez avoir de la pluie à plus savoir qu'en faire. Donc là, ça devait littéralement être inondé. Et à cette époque-là, donc entre février et avril. Et du coup, vous avez littéralement ces deux châteaux qui sortent de l'eau, quoi, d'une certaine manière. Voilà ce que je voulais dire. Autre chose intéressante, c'est que le Buzyn, lui, en fait, il vient du sud. Il a été détourné par des moines au XIVe siècle, curieusement. Il a été détourné, ramené 3 km plus au nord. Il coupe l'axe, et puis là, il recoule vers le sud après. Construction humaine, là-dedans. Donc, conclusion sur Imbolc. Moi, je dis que Imbolc est bien multi-représenté sur le terrain, eau qui coule, soleil qui renaît. Brigitte, pour moi, est bien la déesse mère protectrice des peuples et de la fertilité. Et pour moi, Vénus est associée à Brigitte, car elle renouvelle lumière du soleil toute l'année. C'est ce qu'on vient de dire, Vénus renouvelle la lumière du soleil parce qu'elle est toujours là au chevet du soleil, d'une certaine manière. Et du coup, j'ai essayé de retrouver ça dans un des rares zodiaques circulaires qu'on ait, c'est le zodiaque de Dendera. Zodiaque de Dendera, il a été construit, on pense qu'il a été construit vers moins 50 avant Jésus-Christ, dans le temple d'Hathor à Dendera, au plafond. Actuellement, il est au Louvre. Voilà à quoi il ressemble, en vrai. Maintenant, j'ai repris une diapo que je trouvais intéressante pour pouvoir montrer. Donc, en rouge, vous avez les signes du zodiaque et en vert, les planètes. Et qu'est-ce que vous voyez là? Parce que c'est insistant. C'est que si je pars du centre et que je passe par Vénus, qui est représentée sur le zodiaque de Dendera, eh ben j'atterris où? J'atterris dans le premier ou deuxième décan du Verseau. Donc, Imbolc, en Europe. Souvenez-vous qu'en moins 50, là, c'est grec,
c'est helléniste. C'est la période helléniste de l'Égypte, là. Hein. D'ailleurs, c'est le moment de la conquête par Rome. Hein, d'accord ? Donc, moi, ce que j'essaye de montrer, c'est que dans la mythologie grecque, ça a diffusé dans tous les sens, qu'ils ont trouvé des correspondances, Brigitte avec Vénus, Imbolc au 1er février, etc. Il s'est passé ça, pour des raisons là qui me dépassent. Par contre, je ne peux pas aller plus loin. Mais par contre, je pense que dans les faits, ça s'est passé comme ça. Et ça s'est diffusé. Mais il y a quelque chose quand même que j'ai remarqué après, c'est que j'ai pris un trait et j'ai tiré un trait depuis le château des Alimes jusqu'à Dendera, pour voir, juste pour voir quoi. 3270 km, exactement. 3270, c'est exactement la moitié de 6540. Ça fait mal, hein. Bon, voyez le truc. Alors, moi, ça, je le dis à l'oral, je ne l'ai pas mis en diapo. Vous pourrez vérifier, sans problème. Voilà. Autant, voilà. Ça voudrait dire que Dendera a été placé en fonction d'Amberieu ou qu'Amberieu a été placé en fonction de Dendera. Moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Par contre, je trouve intéressant de le dire. Et par contre, de dire que oui, que le monde grec a diffusé partout et à Amberieu, oui, je l'affirme et je vais continuer de l'affirmer, même s'il y en a un qui n'est pas d'accord. Il y a un mythe, hein, parce que vous avez vu, elle est entre le Verseau et les Poissons juste avant Vénus. Hein, d'accord ? Eh bien, il y a quelqu'un qui s'appelle Hygen, qui est à l'époque du zodiaque de Dendera, là, et il parle donc du mythe de Vénus et de son fils qui échappe au dieu Typhon, qui veut les massacrer, là, et il s'échappe dans la mer en se transformant en poisson. Voilà, ça c'est un mythe tardif, mais il existe ce mythe. Et en souvenir de cette fuite, ils furent placés dans le ciel sous forme de constellation. Bon, et puis après, quand on cherche un peu, on s'intéresse aux poissons et à Vénus. Et en fait, à force, on retombe sur des choses qui vont être de plus en plus curieuses. C'est-à-dire que là, j'ai une Vénus sur un dauphin, et regardez bien, moi, je dis que ça, c'est Vénus, j'estime que je le démontre, et que je suis en terre du Dauphiné quand même. Hein. Donc j'ai une Vénus sur le Dauphiné. Hein. C'est pour ça que je dis que la mythologie grecque, pour moi, a diffusé comme ça. Et est-ce que c'est juste des artistes du 18e qui ont dit ça ? Ben non. Regardez voir Praxitèle, vers moins 350, il fait une sculpture avec Aphrodite, un dauphin et Eros. Dauphin ou poisson ? Parce qu'on a dit, hein, l'axe, vous vous souvenez, c'est entre le Verseau et les Poissons qu'il y a Vénus, là, dans le zodiaque de Dendera. Mais en fait, le poisson et les dauphins, c'est certainement des alter ego. Voilà. Et on retrouve beaucoup d'inscriptions et de peintures où vous allez avoir des dauphins et des poissons dans le monde grec. Donc, Vénus sort des eaux du Verseau qui coulent vers les poissons, quand même. C'est ce que je voulais remarquer. Et les poissons, c'est le tiraillement incessant entre l'extérieur et l'intérieur. Alors là, je veux marquer le coup, c'est-à-dire que vous avez un cycle du Soleil qui va s'ouvrir plutôt au nord, donc au solstice d'été, et plutôt au sud, au solstice d'hiver, comme ça. Donc le Soleil, il fait comme ça, il balaye comme ça. Mais il balaye en s'arrêtant un peu ici, en repartant à fond ici, en s'arrêtant un peu ici. Il y a un cycle comme ça c'est le Soleil. La Lune, concrètement, on observe les effets de la Lune sur la marée. La marée, elle remonte, elle s'arrête un peu, elle revient, elle s'arrête un peu, elle remonte. Voilà. Il y a un aspect cyclique des choses, Lune et Soleil. Et ce que je voulais vraiment montrer dans ce tiraillement incessant entre l'extérieur et l'intérieur, montée extérieur-intérieur, c'est que le dauphin et les poissons représentent ça pour le monde grec, et que vous avez ici deux phénomènes qui ont été inscrits dans le zodiaque de Dendera, c'est une éclipse de lune et éclipse de soleil sur les poissons. Monde intérieur et extérieur, les cycles du soleil et les cycles de la lune. J'ai regardé dans Wikipédia aussi parce que les souverains du pays viennois qui prirent ce titre usèrent d'un blason orné d'un dauphin qui les lie au royaume d'Arles, un état féodal qui s'étendait de la Bourgogne à la Méditerranée et lié à des héritages mythologiques gréco-latins, moralisés et adaptés à l'univers mental de la chrétienté médiévale. J'aurais pu m'épargner beaucoup de recherches. Je prenais Wikipédia, j'avais bon. Là, celui qui a dit ça, là, j'ai pris la référence, tac, et lui, il sait un peu de quoi il parle. Merci. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que derrière tout ça, il y a un héritage gréco-latin, moralisé dans des œuvres, mais on pourrait dire aussi l'astronomie, hein, qui a été mis en place, les nombres, toujours pareil, la cartographie. Donc tout ça, ça a été condensé. Ils sont arrivés à condenser tout ça en un seul endroit. En fait, ils ont observé énormément de choses qui rentraient en conjonction pour donner le meilleur lors d'Imbolc, lors du renouveau. Donc on a vu que la purification par l'air et par l'eau, c'est à Imbolc, surtout par l'eau, hein. Mais finalement, d'une certaine manière,
Vénus, vous savez qu'il y a 4 éléments, il y a aussi la terre et l'air qui manquent. Hein. Eh bien, dans certaines traditions, ben Vénus, elle trône dans la terre et l'air, en fait. Mais pas dans toutes. Moi, je pense qu'ici, ça devait certainement être en place, c'est-à-dire que vous avez le feu du soleil, l'eau, donc on attribue la terre et l'air à Vénus, et comme ça, au moment de la renaissance de la vie, eh bien, vous avez tout qui renaît avec les 4 éléments qui se versent les uns dans les autres, comme le disait Platon dans le Timée. Et pour terminer, je ne suis pas si mal que ça, donc il y a le coin là, qui se trouve au tiers de la distance, là, il est super important. Cette conférence, elle n'existerait pas si ce lieu-là n'existait pas. Parce que c'est grâce à ce lieu-là que j'ai compris des choses. Donc ce lieu-là, il s'appelle, alors on l'appelle le haut de la Croze. Alors le haut de la Croze, je crois que dans notre conférence, j'avais dit la Croze, ouais, c'est la croix, tout ça. En fait, peut-être pas. Hein, là, il y a quelqu'un qui m'a tiré l'oreille là et m'a dit, tu sais, tu ferais bien de regarder du côté de l'eau, de la fontaine. Bon, d'accord. Alors donc j'en étais pas si loin que ça en fait, hein, parce que toute la conférence, elle dit bien de la purification par l'eau. Vous voyez un peu le truc? Alors moi, je pense que Croze là-dedans, il y a aussi un jeu de mots qui fait que de toute façon, on a dans toutes les langues, hein, Kreuz, Cruz, Cross, on a cette idée-là. Mais d'un autre côté, je crois volontiers les linguistes qui m'ont dit ça, que c'était de l'eau qui jaillissait. Voilà. Et puis, vous avez les 4 coins. Voilà. Ouais, on va aux 4 coins. Allez, c'est parti, on va aux 4 coins, on va faire le marché aux 4 coins. Voilà. Ça, c'est surtout les anciens, ceux qui connaissent. Et enfin, il y a les 4 chemins. Donc il y a des gens, ils disent que ce lieu-là, c'est les 4 chemins. C'est le lieu où il y a l'église et le centre-ville, quoi, en fait. Hein. Donc ça tombe bien, puisque 4 chemins se dit en latin quadrivium. C'est pas mal, ça. Mais bon, ça, c'est pas vraiment un... Comment dire? Moi, j'aime bien le présenter comme ça. Simplement, il y a énormément de lieux qui s'appellent 4 chemins. Donc, je vous remercie.